L'actu de ce mercredi, c'est donc la situation qui s'est dégradée, on le sait, à Kiev et dans plusieurs villes d'Ukraine ces dernières heures. Nous allons tout de suite rejoindre Benoît Cristal qui se trouve dans la capitale ukrainienne. Est-ce qu'à cette heure, Benoît, la situation est calme? C'était contre toute on repris confiance, la situation est relativement calme. On croyait que le plasma serait balayé sur un ordre simple du pouvoir. Mais maintenant, on vous coupe tout de suite parce que la liaison est vraiment trop mauvaise. On va essayer de la rétablir dans quelques instants et de vous retrouver donc en direct de Kiev. L'actualité de cet après-midi concernant l'Ukraine, c'est aussi la situation de l'Ukraine qui s'est invitée au Conseil des ministres franco-allemands. Angela Merkel et François Hollande ont mis en avant la situation politique et ensuite parler de sanctions ciblées. Hélène Blanc, vous êtes politologue, criminologue, spécialiste du monde slave. Est-ce que c'est le bon ordre? Déjà, viser la solution politique et ensuite parler de sanctions? L'un n'empêche pas l'autre, à mon avis. Parce que peut-être que Yanukovych serait plus sensible à des sanctions qu'à un dialogue. Il s'est enfermé lui-même dans une situation sans issue. Et c'est vraiment regrettable qu'aux portes de l'Europe, il y ait quasiment une guerre civile. Enfin, je veux dire, c'est fou. Et connaissant les Ukrainiens, leur détermination, leur farouche soif d'indépendance et de souveraineté et leur amour de la liberté, je pense que malheureusement, les pro-européens ne vont pas s'arrêter là. À ma connaissance, il y a aujourd'hui une trentaine de morts. Il y a encore une militante qui s'est fait tuer cet après-midi à Khmelnytski, qui est une ville du centre de l'Ukraine. Et il y a à peu près 1000 blessés. Et donc, depuis qu'il y a des morts, les Ukrainiens, les opposants ne s'arrêteront pas en si bon chemin, c'est clair. On va retrouver, Pierre-Laurent vous donnera bien sûr la parole dans quelques instants, on va retrouver Benoît Cristal donc, qui se trouve en direct de Kiev. Donc je vous repose ma question, est-ce que ce soir à cette heure, la situation est calme dans la capitale ukrainienne ? Alors écoutez, la situation est relativement calme, mais les manifestants craignent toujours une nouvelle opération d'envergure au milieu de la nuit. Alors ils ont tout de même repris confiance. Il y a beaucoup de monde sur la place Maïdan. Vous savez maintenant, cette place est partagée entre les forces de l'ordre et l'opposition. On a vu cet après-midi énormément de dons de nourriture, de lits, de camps, de tentes, de matériel médical. On a vu des mères de famille, voire des grands-mères venus casser du pavé pour préparer la contre-offensive. C'est très étonnant. Puisque l'Union européenne ne fait rien, il faut bien qu'on se batte, nous a déclaré une dame très bien sur elle au milieu des manifestations. Alors évidemment, tout cela ne suffira pas à faire reculer la police en cas d'assaut. La police d'ailleurs qui tient solidement le centre-ville, toutes les barricades qui appartenaient auparavant aux manifestants sont maintenant aux mains de la police. Le pouvoir a lancé une opération antiterroriste dans tout le pays. Voilà la déclaration du gouvernement. L'opération serait en cours, serait en préparation, dit le gouvernement. Demain sera un jour de deuil national. On a surtout l'impression ici que l'Ukraine a franchi une étape de plus vers la guerre civile et que maintenant, ce soir, chacun se prépare à la prochaine manche, à la prochaine confrontation. Est-ce que vous avez des informations concernant le reste du pays? On évoquait il y a quelques instants des morts dans d'autres villes d'Ukraine. Écoutez, les informations sont très parcellaires. Comme il y a environ un mois, les villes de l'Ouest se sont soulevées. La plus grande ville de l'Ouest, c'est Lviv. Il y a tout de même 700 000 habitants. Et là, effectivement, les opposants s'en sont pris aux centraux de l'armée et ont pris d'assaut les stocks d'armes. Pour l'instant, nous n'avons pas d'informations sur le nombre de morts, mais évidemment, la situation est très tendue et notamment dans ces situations-là, le pouvoir fait appel à des milices civiles et les combats peuvent être très violents. Merci Benoît pour ce point en direct de Kiev. On va revenir sur les informations que nous donnait Benoît Cristal il y a quelques instants. Premier enseignement, ce soir, les manifestants reviennent sur la place centrale de Kiev, c'est-à-dire que potentiellement il peut y avoir de nouveaux affrontements et qu'ils ne désarment pas. Oui, bien entendu, je crois que on est dans une logique d'affrontement. Je crois que la phase politique peut revenir, mais les chances d'avoir réellement un dialogue ont été perdues, aussi bien à cause de Yanukovych, du président Yanukovych, qu'à cause de l'opposition. Lorsque Yanukovych a fait des ouvertures en proposant le poste de Premier ministre à l'opposition a reculé. Pourquoi ? Parce que visiblement, la situation de l'Ukraine aujourd'hui est telle que personne ne veut prendre
ne veut se coltiner le pouvoir. Par ailleurs, ce qui est tout de même très dommageable dans cette situation, c'est que les groupes qui mènent le combat pour le compte des pro-européens, ce qu'on appelle des pro-européens, ce sont des nationalistes d'extrême droite ukrainiens. Et que cela risque d'avoir des conséquences pour le futur. C'est-à-dire que lorsque on voit ces gens bien équipés, bien armés, et surtout qui arborent des symboles qui rappellent la croix gammée, on ne peut qu'être pris d'inquiétude. Mais ils sont vraiment pro-européens. Vous allez. Ceux-là, ils ne sont pas pro-européens. On sait qu'ils sont. Ce qui veut dire que tous les manifestants sont des nazis. Non, pas du tout. Ce sont ceux qui attaquent et ce sont ceux qui luttent. Bon, on sait que c'est une foule très, très hétérogène. Bien qui sûr. a pris le dessus en ce moment à Kiev, dans cette foule qui manifeste contre le pouvoir en place, d'après vos informations? Moi, je crois que c'est un peu compliqué parce que finalement, il y a de tout. Vous savez, comme dans les manifestations qui se déroulent un peu partout, il y a ceux qui viennent pour casser, il y a ceux qui viennent, comme chez nous d'ailleurs, il y a les casseurs qui s'amalgament à des manifestations qui n'ont rien à voir. Il y a des gens qui ont des comptes à régler. Il y a des gens qui viennent juste parce qu'ils ont des sentiments de violence exacerbés qu'ils veulent traduire en actes. Vous voyez ce que je veux dire? Et la plupart des manifestants, puisque moi j'ai des informations très directes, sont quand même pro-européens. Ce qu'ils veulent, c'est un régime démocratique, c'est un état de droit, et c'est une économie de marché réelle et non pas mafieuse. Et ils en ont assez de la corruption qui monte au plus haut niveau de l'État ukrainien, c'est tout. Et la corruption, quand elle monte à ce niveau-là, elle est extrêmement dure à combattre. Et les manifestants pro-européens, démocrates, anti-corruption sont majoritaires, d'après si je vous ai bien compris. Il me semble, oui. Absolument, je suis d'accord, ils sont majoritaires, mais simplement les combats qui sont menés, et ce sont des combats, parce qu'il y a également des policiers qui sont morts. Il ne s'agit pas seulement d'une répression. Lorsqu'il y a une répression, les policiers, généralement, ils sortent indemnes. Là, non. Là, il y a réellement des combats, c'est-à-dire qu'il y a des forces à l'intérieur des manifestants qui ne sont pas des manifestants, mais qui sont des combattants, on peut les qualifier d'émeutiers, peu importe, mais en tout cas qui sont préparés, qui veulent en découdre et qui effectivement mènent le combat. Et ce qui est dangereux, à mon sens, c'est que justement, la masse des pro-européens sincères est à la remorque, pratiquement, de ces groupuscules qui mènent l'action. Et ça, je crois que c'est très dangereux. Benoît Cristal parlait, alors c'est un mot qu'on emploie, une expression qui revient depuis 24 ans maintenant, de guerre civile. Est-ce que ce soir, on est proche d'une guerre civile en Ukraine? Disons que si ce n'est pas encore le cas, on n'en est pas loin. Et que c'est un risque de dérapage énorme. Et moi, je suis assez inquiète parce qu'on voit que les deux parties ne veulent pas céder et que malheureusement, ça peut se terminer très mal et que la violence est en pleine escalade des deux côtés. Il faut quand même dire que les forces ne sont pas totalement proportionnées. Parce que d'un côté, il y a des gens qui sont armés, qui ont des cocktails Molotov, etc. Mais de l'autre côté, il y a quand même des chars et des professionnels de la police, de la guerre, etc. Et probablement les services secrets, ukrainiens certainement, et peut-être russes. Et puisque, oui, c'est une possibilité. C'est une possibilité, tout à fait. Je n'en sais strictement rien. Il y a peut-être aussi des services secrets français dans le lot ou de tas d'autres pays. On est loin de nos bases. La France est quand même loin de ses bases par rapport à la Russie. Mais il se trouve que nous sommes dans un conflit où l'Union européenne est partie prenante et où l'Union européenne n'a pas eu non plus un rôle formidable là-dedans. Alors, on parle de l'Union européenne. On va retrouver justement Hugues Baudouin à Bruxelles. Bonsoir Hugues. Demain, réunion des ministres des Affaires étrangères. Est-ce que l'on a des pistes sur les sanctions qui pourraient éventuellement être décidées ? C'est précisément à l'objet de réunions depuis ce matin entre tous les ambassadeurs des États membres de l'Union européenne qui planchent sur cet arsenal de sanctions qui pourraient être prises demain par les ministres. Et je peux vous dire que c'est extrêmement compliqué. Les débats sont assez animés. D'abord, c'est sur le type de sanctions, savoir le gel des avoirs de dirigeants ukrainiens au sein de l'Union européenne, interdiction de visa aussi contre ces dirigeants qui seraient impliqués dans la répression, parle même d'embargo sur les armes. Donc ça, c'est ce que pourrait faire l'Union européenne. Après, la question qui se pose, c'est est-ce que ces mesures, ces sanctions
sanctions seront efficaces. L'embargo sur les armes, on peut en douter parce que le principal pourvoyeur d'armes de l'Ukraine, ce n'est pas l'Union européenne, c'est la Russie. Le gel des avoirs, depuis, ça fait des semaines qu'on évoque ces sanctions. Donc ici, un certain nombre de diplomates disent que les dirigeants ukrainiens qui pourraient être concernés ont eu largement le temps de transférer leurs avoirs vers des pays beaucoup plus sûrs. Ensuite, il y a un certain nombre de pays qui posent la question de l'opportunité de ces sanctions. Est-ce qu'elles ne vont pas être contre-productives? Car en même temps, l'Union européenne dit certes, on peut envisager des sanctions, mais on continue de tendre la main pour engager le pouvoir politique à discuter avec les opposants. Et là, l'Union européenne voudrait être le médiateur. Peut-on être médiateur quand en même temps on tape sur une des deux parties? Là, il y a un certain nombre de pays qui ne sont pas minoritaires. Je dis, il y a 6 ou 7 pays aujourd'hui qui représentent beaucoup d'États membres. Il y a le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, donc des États assez importants qui disent que ce serait contre-productif d'avoir ces sanctions. Et le temps qu'elles soient mises en place, ça serait assez inefficace. Donc il faut envisager d'autres solutions à court terme. L'autre solution, ce serait peut-être le levier diplomatique. La diplomatie européenne est en branle-bas de combat depuis hier. Un certain nombre de ministres des Affaires étrangères vont se rendre à Kiev. C'est d'abord le ministre des Affaires étrangères polonais qui, lui, est très, très, très opposé au régime ukrainien, est à Kiev depuis ce soir, au nom de l'Union européenne. Demain, ce seront les ministres français, allemands, probablement britanniques, qui vont tenter une médiation. Donc vous voyez que l'Union européenne a plusieurs fers au feu, mais celui des sanctions, ce sera décidé demain, ne sera pas forcément la solution la plus efficace. Merci beaucoup Hugues Baudouin en direct de Bruxelles. On vient de le voir, les marges de manœuvre de l'Union européenne sont somme toute très très étroites. Je voudrais dire un mot en ce qui concerne l'embargo éventuel sur les armes. Le principal pourvoyeur d'armes de l'Ukraine, c'est l'Ukraine elle-même qui produit des armements. Et c'est justement là le problème économique de ce pays. C'est-à-dire qu'elle produit des marchandises industrielles invendables en Europe, alors que l'Europe veut créer une zone de libre-échange. Et zone de libre-échange suppose des barrières douanières vers la Russie, où elle exporte une partie de sa production. On marche sur la tête. Je crois que du point de vue économique, le rapprochement avec l'Union européenne, qui en principe est très bien, et sur le plan des principes est formidable pour l'Ukraine, mais sur le plan économique, c'est une catastrophe. Or, justement, l'Union européenne a insisté sur un volet économique que l'Ukraine était incapable de supporter, ce qui explique que l'Ukraine est reculée au moment de la signature, et ce qui explique également que l'opposition, enfin les leaders sensés de l'opposition ukrainienne, ne soient pas du tout pressés de prendre le pouvoir, tout simplement parce qu'ils seraient obligés de refuser le deal avec l'Union européenne de la même manière que l'a fait Yanukovych. Alors, cette situation je vais rebondir ukrainienne sur ce qui a qui ne été permettrait dit. pas à Kiev d'entrer dans l'Union européenne. Alors, visiblement, si vous voulez, vous ne partagez pas vraiment l'opinion. Moi, je suis très étonnée de la réaction de Vladimir Poutine, parce que dans le fond, c'est le grand absent dont nous n'avons pas encore parlé. Oui, on allait y Et s'il venir. n'avait pas fait pression sur Yanukovych, et on le sait qu'il l'a fait, pour qu'il ne signe pas les fameux accords de partenariat avec l'Union européenne, de façon à ce qu'il adhère plus tôt. Et ça fait longtemps qu'il essaye d'avoir une union douanière avec, bien sûr, l'Ukraine. La Biélorussie est déjà dans le coup. Et il veut recréer le vieux rêve de Solzhenitsyn, les 3 États slaves qui étaient le noyau dur de l'URSS. Et si vous voulez, historiquement, l'Ukraine, disent les Russes, est le berceau de la Russie. En réalité, c'est plus compliqué que ça, parce qu'à l'époque lointaine où tout ça s'est passé, il n'y avait ni Ukraine ni Russie, il y avait la Russe. Et c'est tout à fait autre chose. Mais les Ukrainiens veulent désormais, ça fait 23 ans que l'Ukraine est indépendante et qu'elle a quitté l'URSS, certains Ukrainiens, pas tous bien sûr, certains soutiennent Yanukovych encore, mais je pense qu'il pourrait basculer. Si vous voulez, moi je crois que malheureusement Vladimir Poutine porte une lourde responsabilité dans cette crise. Avant de reparler de Poutine, simplement, est-ce qu'une partition du pays est envisageable? C'est-à-dire l'Ouest qui regarde vers l'Europe, allez hop, à rentrer dans l'Union européenne, et puis l'Est, soit est indépendant, soit est rattaché à la Russie. Oui, c'est peut-être pas aussi simple que ça, parce que je crois que des deux côtés, il y a des pros et des anti. Vous savez, c'est plutôt pro-européen à l'Ouest, dans ce qu'on nous raconte, ce qu'on lit, c'est Non, faux. mais bien sûr que l'Ouest de l'Ukraine est plus près de l'Union européenne, regarde vers l'Europe, et que l'Est, plutôt, regarde vers la Russie. Mais les pro-européens ont compris que s'ils voulaient un jour créer une démocratie, c'est vers l'Union européenne qu'il faut aller, et bien sûr pas vers le régime de Poutine. Et je crois que le problème est très complexe. Vous savez, depuis 10 ans, l'Ukraine
après la révolution orange qui a porté au pouvoir des pro-européens, justement des pro-occidentaux, n'a pas trouvé manière d'avoir une majorité stable. C'est-à-dire que le pays est partagé électoralement. Il y a eu de multiples consultations électorales qui toutes ont abouti au même résultat. Pas de majorité. Le pays est ingouvernable. C'est-à-dire que si demain ce sont les pro-européens qui gagnent, le pays ne sera pas plus gouvernable pour autant parce que les pro-russes représentent pratiquement, en gros, il y a un tiers de pro-européens, un tiers de pro-russes et la moitié qui oscille de l'un à l'autre. Et je crois que c'est cette répartition-là qui est le malheur de l'Ukraine aujourd'hui. Oui, j'ajouterais que le problème de l'Ukraine dont nous n'avons pas encore parlé, c'est que Yanukovych est un très mauvais gestionnaire, ainsi que son gouvernement. Et que si la Russie ne soutient pas économiquement l'Ukraine, son économie risque de s'effondrer. C'est la même chose pour la Biélorussie, qui est entièrement subventionnée par la Russie. Si la Russie la lâchait, tout s'écroulerait. Donc, si vous voulez, il y a des intérêts politiques, financiers, vous voyez, enfin, et puis, bien sûr, pour Poutine, l'Ukraine fait partie de sa sphère d'influence et il n'a aucune envie qu'elle se tourne vers l'Europe. Et ça se voit assez rituellement avec les approvisionnements en gaz qui reviennent sur le devant de la scène. Le problème des approvisionnements est très compliqué, mais en ce qui concerne le volet russe, je crois que le problème est très simple. Nous, ce que nous voulons avec l'Ukraine, c'est, honnêtement, nous voulons un marché de 46 millions d'habitants pour notre économie. C'est le point de vue européen. Et je vois mal ce qui nous justifie, nous, à nous poser en censeur de la Russie, qui, elle, ne veut pas perdre un marché de 46 millions d'habitants. Et on est à égalité de ce point de vue-là. Il faut dire aussi que la crainte de Poutine, c'est justement toutes ces révolutions de couleurs, la révolution orange, la révolution des roses en Géorgie, etc. Il craint l'isolement et l'encerclement. Il a une espèce de vision paranoïaque du monde. Il y a les amis, les alliés, et puis les autres qui sont plutôt des ennemis. Et moi, je ne vois pas pourquoi l'Ukraine ne pourrait pas avoir des relations équilibrées avec la Russie, avec laquelle elle a toutes les raisons d'avoir des relations économiques, etc., parce que c'est comme ça depuis des siècles, et pourquoi elle ne pourrait pas en même temps avoir des relations avec l'Union européenne. Je ne vois pas quel est le problème. Rapidement, pour terminer... Si je peux dire un mot simplement. Le problème, c'est que lorsque le gouvernement ukrainien propose des négociations à trois avec l'Union européenne et la Russie, ce n'est pas la Russie qui refuse, c'est l'Union européenne. Et une dernière question, réponse rapide. Comment expliquez-vous que ce regain de violence arrive en plein JO ? C'est le fruit du hasard ou est-ce qu'il peut y avoir des ficelles de tirées ? Est-ce qu'il peut y avoir, je ne sais pas, non ? Je crois que... Je ne sais pas, je n'en sais pas plus. Pour les groupuscules dont je parlais tout à l'heure, qui sont très agissants, la fenêtre d'opportunité était énorme. Mais enfin, Pierre, ça fait 3 mois qu'il y a des manifestations en Ukraine, c'est pas nouveau. Et l'Union européenne a mis effectivement très longtemps à intervenir. N'était pas portée dans ce coin-là. Là, je crois que... Merci beaucoup et on suivra. En tout cas, moi, je serai toujours du côté de la liberté, de la vérité, de la justice. Et je soutiendrai toujours les gens qui luttent pour leur liberté. C'est très bien. Comme tout le monde. Merci beaucoup d'être tous les gens normaux. nous voir. La suite dans le